Merci de nous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. C'est un plaisir pour nous, une fois encore en ce jour de fête d'indépendance, le 2 octobre notamment, de vous retrouver. Et comme vous le savez, 61 ans jour pour jour, la Guinée proclamait dans une atmosphère assez extraordinaire, conviviale, son indépendance. Et bien entendu, 61 ans après, que retenir justement de cette indépendance en termes d'acquis. Et là-dessus, nous revenons avec M. Alpha Ousmane Diangolo-Bari, qui est donc journaliste, sociologue, il est écrivain également, qui va donc nous permettre de regarder un tout petit peu dans les rétroviseurs l'histoire de notre pays. Mais avant, évidemment, nous décrypterons le discours du président de la République à la veille justement de cette journée du 2 octobre 2019. Il est déjà avec moi sur ce plateau, M. Diangolo-Bari. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être à Gangan TV. Merci une fois encore de la disponibilité. Alors oui, on va parler tout à l'heure des 61 ans d'indépendance de notre pays. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Historiquement parlant, que retenir des acteurs de cette indépendance et tous ces événements douloureux qui sont arrivés au cours de l'histoire. Mais avant, le chef de l'État, comme il est de tradition, s'est adressé à la nation hier. Et dans ce discours, je crois qu'il a touché un peu tous les aspects de la vie de notre nation, de l'histoire, de l'actualité, mais aussi en termes de perspective, ce qu'il entrevoit. Alors vous, qu'est-ce que vous retenez succinctement de ce discours du président de la République? Oui, déjà, avant de parler du discours du président de la République, déjà 61 ans, c'est un peu plus de 2 générations. Une génération, c'est 25 ans. Ça veut dire que malgré les soubresauts, les difficultés, tout ce que les gens ont vécu, on a quand même 61 ans. Comme vous dites, il faut faire un regard sur le passé pour voir quels sont les écueils, quels ont été les succès, les échecs, pourquoi la Guinée a 61 ans, qui aurait pu faire mieux, pourquoi on en est là aujourd'hui. Oui, c'est vrai, bon, j'ai écouté, comme tout le monde, le discours du président de la République. Forcément, quand on aborde l'indépendance de la Guinée, c'est déjà une fierté, malgré les péripéties qu'il y a eu. La Guinée, il l'a dit, le président de la République, il a commencé d'ailleurs par ça, est le premier pays francophone d'Afrique à avoir voté non pour avoir son indépendance. C'est vrai que le général de Gaulle avait fait un tour à Brazzaville, etc. Et le 28 septembre, il est arrivé bien sûr à Conakry pour proposer l'indépendance, mais on va en parler tout à l'heure. Le président de la République justement dit que malgré toutes les difficultés et les épreuves que nous avons traversées, il faut déjà remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés dans une unité d'action, de solidarité nationale, pour que la Guinée puisse avoir son indépendance. Déjà, c'est un esprit de conciliation, de reconnaissance quand même, des acteurs qui ont joué un rôle. Des dévanciers. Des dévanciers, voilà, il a parlé de dévanciers, c'est le terme. Voilà, il a parlé de la nouvelle génération. Et justement, en parlant de nouvelle génération, je vous rappelle un peu cette partie de son discours. Il dit aujourd'hui, la nouvelle génération nourrit avec nous une autre ambition, celle de consolider notre état de droit dans un pays apaisé et confiant en ses valeurs de progrès et de justice sociale. Est-ce que cette, partie du discours est conforme avec la réalité? Est-ce que cette génération justement d'aujourd'hui s'acquitte de ce devoir-là que le président a rappelé dans ce discours? Oui, mais je pense que le président est plus conscient que aujourd'hui la Guinée, si vous prenez notre population, est à 12 millions d'habitants et que la majorité, à peu près 65 à 70% de la population est jeune. Donc il y a une forte demande pour cette nouvelle génération d'avoir de l'espérance et de rentrer dans une démocratisation un peu plus profitable à tous. Moi je pense que oui, ce qu'il a dit
c'est les aspirations de la nouvelle génération, plus une société plus apaisée, donc moins de violence comme on le vit aujourd'hui, où les gens font des diatribes, s'attaquent, alors qu'au contraire, on peut parler, se comprendre ou ne pas être d'accord et trouver des solutions. Vous savez, il n'y a que les faux problèmes qui n'ont pas de solution. C'est vrai qu'on a besoin de revenir à des valeurs d'autoréférentialité, à plus de progrès, à plus de justice sociale. Aujourd'hui, le chômage est criant dans notre pays. Ça veut dire que la justice sociale, on est très loin de la justice sociale. Oui, ce qu'il a exprimé là est un besoin de la nouvelle génération, mais les jeunes ne se font pas tout seuls. Tout à l'heure, en aparté, je vous disais, il faut transmettre le témoin. C'est comme si vous assistez à un tournoi d'athlétisme où les gens doivent passer le témoin. Si vous ne passez pas le témoin, le prochain coureur ne pourra pas arriver à bon port. Je pense que oui, il a dit aussi on a besoin d'un pays plus uni, avec plus de solidarité. Voilà, et je pense que oui, l'approche est bonne, mais faudrait-il mettre le tremplin qui puisse permettre à la nouvelle génération d'arriver aux responsabilités et pour pouvoir transformer le pays selon leur vision. Alors quand il dit entre-temps, je voudrais également rendre hommage à mes prédécesseurs à la tête de la Guinée pour la pierre que chacun d'entre eux a apportée à l'édification de notre maison commune qui demeure à la fois notre bien partagé et notre patrimoine historique. Il y a une dose de reconnaissance d'un certain effort que ses prédécesseurs ont fait, c'est-à-dire Lansana Conté, d'abord avant Lansana Conté, c'est Coutouré, puis Lansana Conté, mais à un moment donné, pourtant à un moment donné, quand on est sur le terrain politique, on a l'impression qu'on balaie d'un revers de main à 100% ce que ses prédécesseurs ont dû faire comme acquis positif pour le pays. Maintenant, à l'occasion d'un discours officiel comme ça, on reconnaît tout de même qu'ils ont porté leur pierre à l'édifice et à l'idéal commun. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un discours assez ouvert, assez consensuel. Et la Guinée a besoin de ça. Maintenant, vous parlez de la politique politicienne, c'est normal. C'est-à-dire qu'il faudrait que la Guinée change. Et pour que la Guinée change, il faut que les mentalités changent. Prenez l'exemple du Sénégal, où en 1999, toutes les générations se sont retrouvées. De Cheikh Hamidou Kane, en passant par Abdoulaye Wade, en passant par Mokhtar Mbow, qui a presque la centaine aujourd'hui, ils se sont tous retrouvés. La différence entre nous et le Sénégal, c'est qu'il y a une transmission de témoignages. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de rupture violente au Sénégal. Et tout s'est passé et les gens transmettent à la nouvelle génération. Mais je pense que oui, ce qu'il a dit, c'est une bonne chose. Maintenant, retenons cela. C'est ce qui est encore... Essayons d'avoir une démarche politique constructive. Sinon, on fera toujours un pas en avant et trois pas en arrière. Je pense que oui, ce qu'il a dit, l'unité, la solidarité, la justice sociale, il a parlé aussi de partage de la croissance. C'est-à-dire qu'il faudrait que si on crée des richesses, il a donné l'exemple, je ne sais pas, on en a parlé la dernière fois, des 15% qu'on tire de nos mines. Ça n'avait jamais été fait, c'est positif quand même. Maintenant, l'argent là doit aller aux collectivités territoriales, mais il faudrait que ça y aille. Il faudrait qu'il y ait de la transparence dans la gestion et dans la réalisation des projets. Bien. Et c'est là justement, il a dit que la modernisation de la gouvernance et de l'action publique basée sur la transparence donnera à tous les citoyens guinéens les moyens d'accéder à l'information publique sur l'évolution de notre pays, et cet investissement offrira à la presse publique et privée, dont le rôle est important dans notre démocratie, les moyens d'exercer sa mission dans un esprit de liberté et de responsabilité propice à l'équilibre de notre société. C'est toujours quand même le même président qui écoute moins la presse, mais qui est quand même conscient de son rôle maintenant. Mais là on n'est pas d'accord qu'il n'écoute pas la presse. Si vous me dites qu'il y a des dérapages vis-à-vis de la presse, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'écoute pas la presse, il ne lit pas les journaux, il a dit. Oh non, écoutez, il lit les journaux. Et puis, à ce moment, il est en train de blaguer en réalité. Mais oui, attendez, quel est le président de la République? C'est un grand lecteur.
La politique, c'est la politique. Maintenant, on n'est pas en train de faire de la politique politicienne. Là. Il a eu le temps d'apprécier, d'évaluer les choses et il dit exactement ce qu'il pense aujourd'hui. Il le dit. Maintenant, moi, on décrypte le discours, on ne décrypte pas les dessous du discours. Si, vous savez, la Guinée, il n'y a plus eu liberté de presse depuis l'arrivée de Lansana Conté. Il y a eu la liberté de presse, mais il y a des dérapages. C'est les dérapages qu'il faut condamner. Aussi, il y a l'attitude des journalistes aussi, des médias. Les journalistes ne sont pas des juges. Si vous prenez, même le président de la République, ce n'est pas un juge, même si c'est le magistrat, c'est le premier magistrat du pays, chacun doit jouer son rôle. Évidemment. Le problème de la Guinée, c'est que les gens ne jouent pas leur rôle. La parenthèse, c'était pour ressortir tout de même le fait qu'il lui-même est conscient de l'importance de cette presse, qu'elle puisse travailler dans de meilleures conditions. Sauf que depuis un certain temps, cette presse, évidemment, a sonné l'alerte du fait que l'environnement dans lequel, surtout économique, elle exerce est insoutenable. Maintenant, on espère que le président prend conscience de tout ça. Maintenant, pour terminer, en résumé, ce que vous retenez, on peut dire que c'est tout de même un discours rassembleur. C'est rassembleur et conciliant. Il parle de défense de l'unité nationale, la consolidation de notre démocratie, le respect de la volonté du peuple aussi. Il en a parlé. Et la voix de tous compte, il a dit. Mais la voix la plus souveraine, c'est la voix du peuple. Je retiens de ça qu'il est conscient de nos difficultés, il est conscient des progrès qu'il faut faire, et je pense que les Guinéens doivent apprendre à se tolérer, à s'écouter, et pour décider de notre destin commun. On ne peut pas faire que de la politique politicienne. Je disais tantôt tout à l'heure que l'administration doit être dépolitisée. Bien, alors pour terminer, il est revenu un tout petit peu sur l'actualité, parce que je l'ai dit, c'est un discours qui s'est un peu basé sur les différents aspects de la vie, le passé, le présent, et puis qu'est-ce qu'il entrevoit pour la Guinée. Les principaux défis aussi. Évidemment, et quand il dit, au cours de cette année, dans l'objectif de renforcer nos institutions, notre pays a enregistré de nombreux débats politiques, dont celui relatif à l'organisation des pouvoirs publics. Dans la société dans laquelle nous vivons en Guinée, la voix de chacun compte, mais celle du peuple compte encore plus, parce que c'est le peuple qui est le seul souverain. Après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt les débats des uns et autres sur l'organisation de l'État et des pouvoirs publics, j'ai instruit le Premier ministre d'ouvrir les consultations nationales avec les institutions, les acteurs politiques et sociaux et les forces vives de la nation, dans le but de structurer les débats. Je félicite tous les participants pour l'engouement que cela a suscité chez chacun d'entre eux. Ce nouveau rendez-vous est un exercice démocratique auquel tous les citoyens, quelle que soit leur obédience politique, sont invités à prendre part et à donner leur avis. En matière de loi, il ne s'agit pas de promouvoir les intérêts personnels ou de gérer l'avenir d'un seul homme, mais d'œuvrer pour améliorer le destin de toute une nation. J'attends le compte-rendu et le rapport du Premier ministre pour tirer les conséquences qui s'imposent. Oui, je crois que vous avez suffisamment lu cette partie du discours. Maintenant, nous on attend qu'il tire les leçons et on va voir les orientations qui vont être faites et après on avisera. Bien. Et voilà bref donc ce qu'on peut retenir de ce discours pour notre invité qui est plus haut conciliateur et donc pour tous les Guinéens qui appellent les uns et les autres à être un peu volontaristes pour certaines valeurs de la République, notamment la solidarité, la fraternité, l'édification d'un climat de paix globalement dans notre pays. Et le patriotisme aussi. Et le patriotisme bien sûr. Et puis après, physiquement, pour terminer, vous avez vu un président serein, calme. Oui, mais écoutez, moi je l'ai vu sur le petit écran, j'ai vu quelqu'un de calme, de serein. Cette fois-ci, le ton n'était pas, n'est pas du genre à toucher quelqu'un, à cibler une partie. Non, mais ça fait longtemps, il ne cible pas les gens, mais quand c'est de la politique aussi, ça c'est autre chose. Mais si on revient à son discours, concrètement, il était calme, lucide. Il a dit des choses essentielles
Je pense qu'on n'avait pas besoin de discours politique ou politicien. Il est resté dans son rôle, dans sa fonction de président de la République. Il a dit des choses clairement. Maintenant, on attend de voir ce qui va se passer. Il va tirer les leçons des consultations. On avisera, après les gens aviseront. Mais en attendant, il est difficile d'anticiper sur ce qu'il va faire. Et puis voilà comment le président termine son discours en disant 61 ans après, le jour glorieux où la Guinée a accédé à l'indépendance et à la souveraineté, c'est ensemble dans l'oubli de nos divisions passées que je vous convie à regarder avec moi vers un avenir de prospérité, car ce n'est qu'ensemble, unis et solidaires, que nous parviendrons à relever les défis de développement de notre cher beau pays. C'est une conclusion qui donne un peu de l'espoir. Oui. Qui appelle à ce que les gens oublient leur division profonde pour se donner la main. Mais je suis d'accord tout à fait avec la conclusion de ce discours. Et le jour où les Guinéens vont être conscients que nous n'avons qu'un pays et que nous avons un destin commun et que la première richesse de notre pays, ce sont nos ressources humaines, pas l'or, pas le diamant, pas le manganèse, et que de toute façon, si on ne va pas dans la même direction, même si on n'est pas d'accord la façon dont il faut y aller, il faut qu'on soit d'accord sur l'essentiel, notre pays et le destin de notre pays. Alors, qui doit donner cet exemple-là? Tout le monde. D'oublier nos différents. Est-ce que ce n'est pas l'élite même qui doit donner ce ton, qui doit donner cet exemple? Tout le monde doit mettre du sien. L'élite doit montrer le bon exemple. Le chemin. Le bon exemple surtout. Le chemin, les gens veulent la paix, la prospérité, veulent l'épanouissement total. Et c'est pas à eux de permettre aux gens de s'épanouir. Si on pose les bons jalons, la Guinée c'est un peu comme un jar avec plusieurs trous. Si chacun met un doigt sur le jar pour boucher un trou, je pense qu'on peut mettre de l'eau et chacun pourra s'y abreuver. Et là, vous rappelez un peu un adage qui est si cher à Alpha Condé, je crois, depuis qu'il était étudiant. Espérons que... Non, mais ça c'est pas... C'est universel. C'est pas de lui. C'est pas de lui. S'il a répété... Mais il aime tellement le rappeler que... Voilà, je pense que c'est quand même important. Ça dit que, pour finir, ça dit qu'on a trop fait le culte de la personnalité, on a tout politisé. Il faut dépolitiser l'administration, comme je le dis, on aura l'occasion d'en parler pour voir quelles sont vraiment les racines du mal guinéen. Voilà, ça c'était donc un peu l'analyse, le décryptage du discours du président de la République, donc de son adresse à la nation, à la veille donc de la célébration de cette journée de 2 octobre 2019, 61 ans d'indépendance, de souveraineté nationale. Nous allons donc aborder la phase historique tout à l'heure de cette date, et dans la deuxième partie de notre émission, juste après quelques secondes de pause. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui est consacrée, on va dire, à la célébration de l'indépendance nationale le 2 octobre. Vous devez le savoir, 61 ans jour pour jour, donc la Guinée proclamait son indépendance. Et comme vous le savez, traditionnellement, à la veille de chaque 2 octobre, le chef de l'État s'adresse à la nation. Évidemment, quoi de mieux que de décrypter son discours pour voir qu'est-ce qu'il a dit aux Guinéens. Est-ce que les Guinéens se retrouvent dans ce discours? Est-ce qu'il prend en compte les problèmes de chacun et de tous et les préoccupations du moment dans ce discours? Vous avez donc vu l'analyse, le décryptage de l'invité du jour, M. Alpha Oumar Ousmane Diangolo Bari, journaliste sociologue. À présent, on va aborder
l'aspect historique de tout ça. 61 ans d'indépendance, vous êtes écrivain, je l'ai dit tantôt, vous avez dû souvent aller dans les archives, chercher sur comment et dans quelles conditions le pays a obtenu son indépendance, qu'est-ce que les acteurs ont fait chacun dans ce combat, et puis après comment on a géré cette indépendance jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça pour que la Guinée puisse annoncer une transition qui donc nous amène à l'idéal d'un pays développé et démocratique. Oui, déjà 61 ans, c'est 2 générations. Au moment de l'indépendance, j'étais très jeune, je ne me rappelle pas trop de ce qui s'est passé. Mais la première des choses déjà qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est le passage du général de Gaulle à Conakry, le discours historique qu'a prononcé le camarade Ahmed Sékou Touré à l'époque, le président Ahmed Sékou Touré à l'époque devant de Gaulle. Et ça a été un homme de choc. C'est pas seulement le fait de vouloir être indépendant qui était le plus important, mais c'est le temps que le président Sékou Touré a utilisé, et avant lui d'ailleurs, le discours de Saifoulaye Diallo plantait déjà le décor. On aurait pu comprendre facilement, je ne sais pas si le général de Gaulle, il y en a qui ont dit qu'on lui a présenté le discours, il n'a pas eu le temps de le lire, mais s'il l'avait lu, peut-être qu'il n'aurait pas perçu ça comme ça. Mais le fait de dire nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage, ça a été un choc. D'ailleurs, vous avez écouté tout de suite la réponse du général de Gaulle. Votre indépendance, si vous la voulez, vous la prendrez le 2 octobre en votant non. Et finalement, le ton qu'il a utilisé voulait dire tout simplement, vous en assumerez toutes les conséquences. Et prenez-la si vous voulez, vous l'aurez. Mais la France ne fera aucun obstacle. Donc, on a eu une indépendance en quelques heures, 48 heures, en quelques heures on a eu l'indépendance. Et tout de suite après, la métropole nous a coupé tout. L'administration est partie, on n'avait plus de monnaie, tous les projets et les études qui ont été faites soit ont été brûlés, le projet Kounkouré qui aurait pu électrifier la Guinée, nous permettre d'exploiter nos richesses, ont été saccagés. Voilà quoi, le pays s'est retrouvé tout seul comme ça, mais heureusement, les panafricanistes, même des Français, des universalistes se sont mis au service de notre pays pour créer un État qui puisse être fonctionnel. Alors, on a la monnaie, il a fallu 2 ans après, en novembre, je crois, 1960, on a créé le franc guinéen. On a créé une administration tant bien que mal. L'État a commencé à fonctionner. Mais là où le bas blesse, c'est que déjà, vous savez, le PDG RDA, plus le BAG de Barry Diawadou, plus le Parti Socialiste de Baritois, sans lesquels l'indépendance n'aurait pas été possible. Sékou était certes pour l'indépendance au départ, mais il a dit à la conférence qui s'est tenue au cinéma Vox, écoutez, moi je suis pour l'indépendance, mais si on ne sait même pas fabriquer une aiguille, on va à l'indépendance, comment on va faire? Il y avait des tenants radicaux de l'indépendance, tels que Diawadou, tels que Saifoulaye, et certains autres leaders. Donc on est parti à l'indépendance, mais avant l'indépendance, en 1957. Parce qu'il faut rappeler déjà que le PDG RDA, le premier président du PDG RDA, c'était Madera Keïta du Mali. Après Madera Keïta, il y a eu M. Souma qui a été président avant que le président M. Sékou Touré ne soit président du secrétaire général et président c'était président avant, après secrétaire général du parti. Donc en 1957 déjà, vous avez certainement entendu parler des puits de Corompi.
des puits de Coronti, c'est là où on a pris des Guinéens de la communauté Peu, on les a mis dans des puits. On a fermé les puits, donc ils sont morts asphyxiés. Déjà, bon, moi j'étais très gamin, je ne me rappelle pas de ça, mais déjà ça, c'était des signes annonciateurs d'une radicalisation. En 1960 d'abord, il y a eu le complot dit de Paris. Les gens n'en parlent même pas, les gens ne connaissent pas trop. Où on a arrêté des gens, on les a mis en prison. En 1961, vous avez eu le complot des enseignants, où les Mamadian Keïta ont été arrêtés et tout. Donc déjà, les enseignants avaient juste demandé, nous avons tenu des promesses de démocratisation, parce qu'il y avait des partis, même si quand vous entendez quelquefois les discours, vous dites des discours, des trucs claniques, non, ce n'était pas des trucs claniques, c'était des partis libres et indépendants. Mais il a fallu vraiment la solidarité pour qu'on en arrive là. Je voulais, avant qu'on s'étale sur l'indépendance, rappeler quand même qu'avant la colonisation, il y a eu des résistants. Absolument. Vous avez Samori Touré, pendant 7 ans, on l'a traqué, il a résisté. Vous avez Bouakar Biro, vous avez Alpha Yaya, vous avez Zebela Togba, vous avez Dina Salifou. Donc, avant de parler de l'indépendance, il faut parler de ceux qui nous ont dévancés avant, de nos aïeux, qui se sont battus avant que la Guinée ne puisse être colonisée pendant une 60aine d'années. Donc, en titre d'introduction, oui, il faut dire que quand même, on est fiers de cette indépendance, même si on n'a pas pu bien la gérer. Évidemment, c'est là où j'en viens. J'ai dit maintenant, nous avons 61 ans aujourd'hui. Est-ce que là aussi, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on a fait de cette souveraineté 61 ans après, au fil du temps et au regard des régimes qui se sont succédés? Prenons la Première République. On ne peut pas tout rejeter. Il y a eu des côtés positifs et des côtés négatifs. On va commencer par les côtés positifs. Le panafricanisme de la Guinée. Le fait que la Guinée ait participé à décoloniser l'Afrique. Vous prenez l'Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique, l'Afrique du Sud, on était de tous les combats. C'est-à-dire que la politique panafricaine ou africaine de la Guinée était une bonne politique. Maintenant, si vous prenez les différents complots, il y a eu des pires incroyables. Vous prenez le complot de 60, le complot de 61, et vous arrivez en 1900, après la chute de Modibo en 1968, vous arrivez au complot Kamandiabi Fodeba, dit Kamandiabi Fodeba. On a arrêté des grands intellectuels. Kamandiabi était un officier, un brillant officier. Fodeba Keïta, les ballets africains, il est un des promoteurs des ballets africains. C'est des grands intellectuels qui ont été arrêtés, éliminés et liquidés, alors que la première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Donc en fait, ça c'est l'une des pages sombres de l'après-indépendance. Déjà au moment du premier régime, c'est ce qui a entaché, on va dire, l'acquisition de cette indépendance, de cette souveraineté. Non, on a acquis la souveraineté qu'on a réussi à compromettre. Mais je voulais parler des côtés positifs aussi, parce que je fais le parallélisme. Si vous prenez le régime de Sékou Touré, au-delà de la destruction humaine, des différents complots, des purges qu'il y a eu, l'économie se portait bien. Il y a eu une industrie. On a construit l'usine de Fria qui transformait l'aluminium. Il y a eu l'usine de Kamsar qui existe toujours. Il y a eu Somova, il y a eu la conserverie de Mamou, il y a eu Sadicom, il y a eu Salguidia. Il y a eu pas mal d'unités industrielles qui ont été créées, qui ont permis quand même la Guinée à avancer malgré les vicissitudes. Aujourd'hui, si on fait un parallélisme avec l'arrivée des militaires, le CMRN et tout ce qui était patrimoine. Après donc le décès de Sékou Touré. Après le décès du président Sékou Touré, le 26 mars 1956, les militaires ont pris le pouvoir et depuis, ils se sont attelés à démanteler tout ce qui était bon. Moi, je suis d'accord qu'il faut
tout ce qui n'est pas bon, on le met de côté, mais tout ce qui est bon, c'était des acquis. Il fallait les garder. On a toutes les sociétés qui existaient, qui avaient même, avant que Sékou ne meure, qui avaient été restaurées et qui avaient été remis presque à neuf, ont été dilapidées par le régime de Lansana Conté. Ça veut dire que parler de l'histoire de la Guinée, c'est de parler des bons côtés et des mauvais côtés. Maintenant, si aujourd'hui on en est là, et on en est à ce stade-là, c'est parce qu'il y a eu tous ces complots. Vous prenez 1975, où on a supprimé le commerce. C'est ce que j'appelle, on appelle l'année noire. Il n'y a eu pas de commerce, absolument rien du tout. En 1977, il faut rendre honneur aux femmes qui se sont révoltées parce qu'il y avait la police économique qui contrôlait. Et d'où le régime a presque failli basculer. Moi, j'étais témoin oculaire, j'étais même dans la cour de la présidence ce jour-là, quand les femmes sont rentrées. Mais bon, le président Sékou Touré, c'est un fin politicien. Et il a compris qu'il était pris dans un étau qui pouvait le faire tomber. D'abord, ça a commencé par le palais du peuple. Quand il a commencé à parler, ils ont dit non, c'est pas ça qu'on s'était convenu. Voilà où en est le pays aujourd'hui. Et il a dit, depuis qu'il a dit abat la police économique, les femmes ont dit abat la police économique. Donc il a repris du poil de la bête, mais ça n'a pas empêché que Sankumba Diaby, qui était un des grands transporteurs, qui avait des bus qui roulaient dans la ville de Conakry, on l'a arrêté, on a dit qu'il faisait partie d'un complot. Donc le complot permanent a toujours sillonné la Première République. Et la Deuxième République n'a pas fait défaut, parce qu'après le complot de 1976, le complot il y a eu une épuration ethnique, il y a eu juillet 85, où on a arrêté Diarra Traoré, soi-disant il faisait un complot, on a liquidé tous les anciens dignitaires de l'ancien régime, alors qu'ils méritaient d'avoir un procès. Donc on est allé de violence en violence, et aujourd'hui c'est la violence politique, le clientélisme politique, qui nous neutralise finalement, qui devient un cancer destructeur de notre tissu social. Il faudrait qu'on reconstruise cela. C'est une occasion aujourd'hui, 61 ans après l'indépendance, de dire la Guinée doit prendre un nouveau départ, sans exclusif. On ne met pas des gens à côté, on privilégie des gens qui vont avoir des privilèges. Non, on met à plat les choses. Moi je pense que oui, et le discours du président est un bon discours. C'est d'ailleurs une occasion pour lui, peut-être, de rencontrer les chefs de l'opposition. Parce qu'après le RPG Arc-en-Ciel, c'est l'UFDG qui est la principale force du pays. La consultation est bonne, mais le président de la République peut prendre sur lui de rencontrer Sénégalais Diallo, en contact direct pour parler avec lui. Voilà la situation du pays, voilà ce que moi j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en parlant de cet aspect de répression que les différents régimes ont commise à l'endroit des entités données, que ce soit maintenant communautaire ou que ce soit politique, toujours est-il qu'il y a eu des répressions. Les Guinéens qui ont été victimes. Voilà, il y a eu des répressions de régime en régime. Alors, je pense que l'un des défis de chaque régime était de faire une sorte de justice. Et 61 ans après, ce que vous ne dites pas, jusqu'à présent, cela n'est pas fait, on est toujours passé à côté de cette fameuse justice, vérité, réconciliation, en fin de compte. Pour moi, il y a deux phases. La première phase serait tous ceux qui ont été victimes du régime de Sékou et du régime de Lansana Conté. Mais aussi des militaires. Non, oui. Je vais en arriver. Je dis il y a plusieurs phases. La première phase, c'est déjà ceux qui ont été victimes du goulag, parce qu'il y en a qui ont été victimes, qui ont été bourreaux et qui ont été victimes après. Ce qu'il faut, c'est déjà identifier les forces communes, reconnaître que les gens, dans le cadre de leur exercice de leurs fonctions, ont été amenés à faire des violences. Et toutes les violences qui ont été commises de toute façon ont été commises par l'État. Moi je demande au président de la République de se mettre au-dessus de tout ça, et pour que les gens puissent reposer en paix, que ce soit les victimes du Kambouaro, que ce soit les victimes
du deuxième régime, que ce soit les victimes des militaires, qu'on puisse se mettre au-dessus pour réconcilier les Guinéens, faire une justice. La justice ne veut pas dire forcément condamner les gens, que les gens reconnaissent que dans le cadre de leur exercice, ils ont pratiqué des violences et qu'ils demandent pardon. Par contre, le 28 septembre, il faut qu'il y ait un jugement. Parce que ça, c'est la boucle qui boucle la boucle. On n'oublie pas le reste. On n'oublie pas le 28 septembre 2009. 2009. Il faudrait vraiment qu'il y ait un procès. Parce qu'il y a des femmes qui ont été violées, etc. Il faut qu'il y ait un procès. De toute façon, le gouvernement a promis qu'il y aura un procès. J'espère qu'il y aura un procès. Ça va apaiser les esprits. S'il y a des réparations, même matérielles, ça ne répare pas les préjudices. Bien. Mais au moins, ça soulage les gens. Ils peuvent continuer à vivre, reconstruire leur vie. Je pense que l'Afrique du Sud l'a fait. Il n'y a pas de pire système que l'apartheid. On n'en est pas arrivé à l'apartheid. On a fait des purges incroyables dans notre pays. Il faudrait qu'on se réconcilie. Se réconcilier ne veut pas dire condamner l'autre, le fusiller. Non, c'est de dire voilà ce qui s'est passé. C'était pas bon. Maintenant, plus jamais ça. Voilà. Et ça, c'était l'angle de répression dont les citoyens ont été victimes des différents régimes qui se sont succédés au fil de l'histoire. Maintenant, pour terminer en 1-2 minutes, point de vue développement économique, gestion économique, est-ce que là, on peut être fier de tout ça, 61 ans après, comparativement à d'autres pays qu'on a laissés derrière nous en prenant notre indépendance, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout autour de nous, le Burkina. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela économiquement, la gestion de notre pays, on peut dire qu'on n'a pas bougé, en tout cas, d'un iota, ou en tout cas pas... Mais si, M. Diallo, on a bougé. Est-ce que, par rapport à nos potentialités, on a fait le nécessaire? Non. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bougé. On a bougé. Mais pourquoi on est aussi riche potentiellement et on est pauvre? Il faut trouver les raisons. Parce que tant qu'on ne trouve pas les raisons qui font que les racines du mal, on ne pourra pas se développer. Et depuis 61 ans. Si vous prenez, oui, mais depuis 61 ans. On fait du surplace non, on ne fait pas de surplace. Peut-être qu'on fait un pas en avant, 2 pas en arrière quelquefois. Mais qu'est-ce qui nous importe aujourd'hui? C'est l'avenir. Mais pour qu'on construise un avenir radieux, il faut tirer les leçons du passé. Quels sont les écueils? Pourquoi on n'est pas arrivé? Bon, je vais faire dire que vous connaissez très bien. Les échecs économiques et politiques qui ont connu la Guinée sont liés à beaucoup de facteurs. Vous avez des lourdeurs administratives, vous avez la corruption qui est presque institutionnalisée, vous avez des facteurs de blocage, une administration au service d'un système. L'administration. Quelquefois d'un homme. L'administration. On peut même dire au service d'un homme. Non. L'administration ne peut pas être au service d'un homme. Oui, ils sont. Non, je suis désolé. L'administration, ils sont à leur propre. Non, laissez-moi. Vous reconnaissez quand même que des fois, il faut Alpha Condé pour que certaines choses se fassent dans l'administration. Non, il faut qu'il bouge le doigt pour qu'on fasse quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, Monsieur Diallo, peut-être que ça va vous surprendre. Tous les gens qui ont commandé la Guinée, c'est le culte de la personnalité. Alors n'accusez pas Alpha Condé de cela. Et maintenant, il aurait pu tirer profit de l'expérience. Non, les gens. Oui, mais laissez-moi moins le temps de. Allez-y. Allez-y. Là-dessus. Le culte de la personnalité. On a parlé de l'administration. Qui fait un État? C'est l'administration. C'est pas Alpha Condé, c'est pas Sékou Touré, et c'est pas Lansana Conté. L'administration doit être dépassionnée, dépolitisée. Tant que l'administration est dépolitisée, vous imaginez que les gens sont en train de défendre Alpha Condé? Non, ils sont en train de défendre leurs privilèges. C'est là où on se trompe. Ils ne défendent pas Alpha Condé. Qui doit donc changer ça? Qui doit changer ça? Vous voulez dire que c'est Nous sommes tous responsables, même si on n'est pas coupable. Nous devons changer notre approche. Nous devons dépolitiser notre administration. Et pourquoi ailleurs? On dit que l'administration est une continuité. L'administration n'est jamais une continuité chez nous. Parce que quand les gens arrivent, la preuve, je vous ai donné tout ce qui a été réalisé au temps de Sékou, les gens sont venus, ils ont tout détruit. Chacun qui arrive veut détruire tout ce qu'il y a.
Mais il y a une vraie conspiration au niveau de l'administration qui fait qu'on anéantit toute volonté. Parce qu'on est venu avec beaucoup de projets, beaucoup de volonté. Mais il est pris en otage par une administration corrompue. Voilà. Et pour terminer, 61 ans après, de quoi on a besoin? Justement, dans le discours d'Alpha Condé, il parlait de la nouvelle génération. Je veux dire, est-ce que c'est le moment de s'arrêter et que ceux qui ont toujours été là depuis l'indépendance, d'une façon ou d'une autre, ils sont là, ils sont dans l'administration ou ils sont juste à côté, en tout cas impliqués. Est-ce qu'il y a je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on passe la main à véritablement, pas dans les discours, mais qu'on passe réellement la main à cette nouvelle génération. Vous avez en Côte d'Ivoire aujourd'hui où Alassane Ouattara est en train de dire, tous ceux qui ont 75 ans à plus de 80 maintenant, écoutez, prenons nos retraites, laissons la main aux jeunes. C'est un discours déjà qu'Alassane est en train de donner de ce côté. En Guinée, est-ce qu'il faut ça maintenant après 61 ans, après notre indépendance? Monsieur Diallo, vaut mieux que l'alternance se fasse pacifiquement. Quoi qu'il en soit, l'alternance se fera. Mais ce qui serait dommageable et dommage pour le pays, c'est si les jeunes se précipitent pour dire oui, ils ont fait leur temps. Oui, mais non, les jeunes ne sont pas pressés aujourd'hui, mais ils sont de plus en plus déçus de ce que les René ont fait depuis l'indépendance. Vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, les jeunes, même s'ils ne sont pas pressés et qu'ils sont déçus, vous avez vu un qui est mort dans Maroc, là, il n'y a pas 3 jours. On ne sait pas encore si c'est un Guinéen ou toujours que c'est un jeune. D'accord. Mélangeons pas du désespoir de la jeunesse. Mélangeons pas les sujets. Je vis la même chose que vous, je vis dans le même pays que vous, j'essaie d'analyser les choses. Si on veut changer, ce n'est pas par les discours qu'on peut changer. Je dis, la nouvelle génération, je fais partie de la nouvelle génération. Peut-être que vous êtes plus jeune que moi, certes. On a besoin des aînés. On a besoin des seniors, pas pour qu'ils contrôlent le pays, mais pour qu'ils transmettent leur savoir de façon pacifique à la nouvelle génération. Je ne suis pas en train de dire il ne faut pas que la nouvelle génération arrive, mais il ne faut pas qu'elle arrive n'importe comment. Il faut qu'elle soit prête. Mais vous-même, au lieu de critiquer, engagez-vous. La jeunesse guinéenne est plus... mais on y est, il y a de plus en plus de jeunes engagés. Ça, oui, mais les jeunes sont engagés dans le discours, pas dans les faits. La réalité, c'est que déjà, la première des choses qu'il faut savoir, il faut s'approprier son histoire, s'approprier des valeurs. Aujourd'hui, vous parlez à un jeune, il va vous dire, tu n'es pas mon père. Bien. Est-ce que, non, mais laissez-moi finir. Est-ce que vous allez me dire que quelqu'un qui rejette ces valeurs d'autoréférentialité, ces valeurs qui font de son identité, comment on peut confier des responsabilités à ce jeune-là? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il arrive. Je dis oui, on est dans la phase de l'alternance. Le moment est venu. Même si le moment est venu, mais l'alternance doit se faire de façon pacifique. Et tout le monde est responsable, tout le monde doit... On doit unir nos énergies créatrices pour aller dans la même direction. Même si on ne pense pas de la même façon, la Guinée, c'est nous qui la ferons, ce n'est pas les gens qui vont venir la faire à notre place. Il ne s'agit pas de remplacer quelqu'un qui est au pouvoir et demain de remplacer un autre qui est au pouvoir. Il s'agit de transmettre, qu'on rentre dans une phase d'alternance pacifique, démocratique. Bien. Et puis pour terminer en 30 secondes cette fois-ci, comment vous voyez l'atmosphère dans laquelle, le climat dans lequel on célèbre cette fête d'année en année? On a l'impression que les gens n'ont plus d'intérêt, la population se désintéresse de cette fête et que même les autorités n'accordent presque pas d'importance, à part le dépôt de fleurs que le président fait à la place des martyrs. Tout au long de nos routes, vous ne voyez pas plus les drapeaux flotter, même si la célébration est maintenant on va dire décentralisée. Il n'y a pas d'engouement en quelque sorte. Vous, ça vous choque ou vous pensez que c'est normal? Monsieur Diallo, déjà, on est à un point tel de tension, de diatribe, d'animosité telle qu'il ne s'agit pas de fêter. Pour moi, 61 ans après notre indépendance, il faut prendre les bonnes solutions pour
pour régler nos vrais problèmes. Il ne s'agit pas de faire des discours, les discours ne servent à rien. Les discours que j'écoute là aujourd'hui, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, c'est un discours parté où on a besoin d'être au pouvoir. On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'une alternance générationnelle pacifique et qu'on trouve les bonnes solutions, qu'on les applique aux réels problèmes. Bien. Voilà, c'était tout pour cette émission spécialement dédiée et consacrée à la célébration du 2 octobre, fête d'indépendance. Merci M. Barry, comme toujours, d'être passé. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie et vraiment c'est toujours un plaisir. Merci, à très bientôt. À vous, merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.